Jeudi 8 mars 2018, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. Et très bonne fête de 8 mars pour toutes les femmes nigériennes. Actualité oblige, le monde célèbre aujourd'hui 8 mars la journée internationale de la femme, une initiative pour encourager la lutte que mènent plusieurs structures féminines pour arracher ce qui leur revient de droit. Malheureusement, à ce jour, beaucoup reste à faire. C'est dans ce commentaire signé Nafisa Touassan. Chaque 8 mars, le monde célèbre la journée internationale de la femme. Une idée née en 1910 lors de la deuxième conférence internationale des femmes socialistes regroupant 100 femmes venues de 17 pays. Il a été proposé d'adopter une résolution pour organiser tous les ans une journée internationale consacrée à la lutte des femmes. Une journée qui devait compter avec le soutien des organisations politiques, des organisations de la société civile et syndicales de tout pays. Pour 2018, l'Organisation des Nations Unies pour la femme a choisi comme thème « L'heure est venue, les activistes rurales et urbaines transforment la vie des femmes ». Encore une année qui s'inscrit dans le fil d'un mouvement mondial sans précédent en faveur des droits des femmes, de l'égalité et de justice, comme l'a déclaré M. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU. L'égalité des sexes et l'autonomisation de la femme et des filles sont les véritables gageurs de notre époque et le plus grand défi que le monde ait à relever en matière de droits fondamentaux. Aujourd'hui encore, dans le monde entier, les populations se mobilisent pour un avenir plus juste, plus équitable, sans harcèlement ni violence, encore moins de discrimination envers les femmes. En 2018, n'est-il pas temps de transformer tout ce dynamisme en action, d'encourager et favoriser l'autonomisation des femmes dans tous les contextes ruraux et urbains? Car il est temps d'attirer l'attention sur les droits et l'activisme des femmes rurales qui sont le plus souvent laissées pour compte dans chaque aspect de développement. Il est temps d'arrêter l'activisme sur les réseaux sociaux, de partir sur le terrain et d'attaquer les vrais problèmes des femmes. Il est temps de favoriser l'accès des femmes aux instances de prise de décision, car dans le monde, plus précisément au Niger, les femmes sont de plus en plus conscientes que sans elles, il n'y aura point de développement et sont décidées pour se battre pour leurs droits, pour leur communauté, bref, pour le développement de leur pays. Rendez aux femmes leur vraie place dans la société, car il ne suffit pas juste de célébrer le 8 mars, de mettre les femmes pendant une journée dans un poste de direction, lui montrant elle-même qu'elle peut toujours rêver et qu'elle quittera ce fauteuil quelques heures après pour ne plus revenir. Maintenant, il est temps de penser et d'agir autrement. Restons dans le même cadre. Elles sont nombreuses, ces femmes du monde rural qui, à travers des activités génératrices de revenus, contribuent ainsi au développement socio-économique de leur communauté. C'est l'exemple des femmes de Ndunga Kwaratagi qui, depuis 10 ans, pratiquent les cultures de contre-saison. Le reportage de Nafisa Touassan. Arrosoir et seau d'eau, a même plus question de rester à la maison livrées à leur propre sort. Les femmes de Ndunga Kwaratagi ont décidé de prendre les choses en main. Réunies en groupement féminin, ces femmes font du maraîchage une activité qui leur permet de joindre les deux bouts. Cela fait exactement 10 ans que nous avons initié cette activité de culture de contre-saison. Nous cultivons de la salade, des choux, oignons, piments. Toutes les femmes de Ndunga Kwaratagi se sont réunies et aujourd'hui travaillent main dans la main pour contribuer au développement de notre village. Décidées à contribuer au développement socio-économique de leur communauté, les femmes de Ndunga Kwaratagi lancent ces cris de cœur. Personnellement, malgré mon handicap, je ne compte pas rester derrière. Car ici, nous sommes toutes décidées à faire évoluer les choses. C'est pourquoi nous demandons aux bonnes volontés de bien vouloir nous aider en grillage de pompes d'eau pour mener à bien notre activité. La femme rurale nigérienne, à l'image de la femme de Ndunga Kwaratagi, développe ainsi des initiatives de développement communautaire qui méritent d'être encouragées par tous les acteurs de développement parce que ces femmes ont compris qu'elles peuvent apporter leur pierre à l'édifice. Elles ont également compris que pour aller de l'avant, les femmes doivent forcément unir leurs forces et travailler ensemble. Elles, ce sont les femmes de Sébéry qui, depuis 7 ans, travaillent en groupement et font de l'étivage du riz
une activité génératrice de revenus, nous rapporte Nafissatou Hassan. Seul je vais vite, mais ensemble on va loin. Cet adage, les femmes de Seberi l'ont bien compris, car aujourd'hui elles ont réuni leurs forces pour travailler en groupe. Elles font de l'étuvage et la vente du riz leur gagne-pain. Nous sommes 33 femmes réunies en 4 groupements et nous travaillons en permettant les équipes. C'est tant que nous avons mis en place les groupements et depuis, alhamdulillah, nous gagnons bien notre vie. L'étuvage du riz et sa vente sont des activités qui demandent beaucoup de soutien. Avant, nous étudions le sac du riz à 700 francs. Mais aujourd'hui, avec la hausse des prix de l'électricité, nous faisons ça à 900. Nous voulons avoir de l'aide concernant l'emballage, car c'est ça qui permet la vente du riz. Aujourd'hui, grâce à leur solidarité, les femmes de Seberi arrivent à subvenir à leurs besoins et contribuer également au développement de leur communauté. Un exemple à suivre. Au Niger, il existe des femmes qui, malgré leur diplôme, ont décidé de s'auto-employer et de créer de l'emploi. C'est l'exemple de Nana Djoubi Haruna Mati, native de Maradi. Nana a su entreprendre au féminin et aujourd'hui, elle est la directrice exécutive de la maison de la femme Darul Mara. Retrouvons une fois de plus Nafissatou Hassan pour ce reportage. Jeune diplômée d'une maîtrise en gestion des collectivités territoriales, Nana Djoubi Haruna Mati fait partie de cette catégorie de femmes nigériennes pour qui l'entrepreneuriat est la clé de l'émancipation de la femme. Aujourd'hui promotrice du concept Darul Mara, elle forme les femmes nigériennes dans plusieurs domaines. Darul Mara, comme vous l'avez compris, c'est une maison de la femme là où on a essayé de regrouper beaucoup de services pour le besoin de la femme. C'est-à-dire que ça soit une AGR, c'est-à-dire une activité génératrice de revenus, que ce soit une macaranta, là où elles peuvent s'éduquer, que ce soit une cuisine, salon de coiffure, esthétique, bref, vraiment tous les besoins de la femme dans notre société. Moi, après mon diplôme, j'ai tout de suite compris qu'en fait, que je ne pouvais pas avoir avec exactitude un endroit où je peux exercer ce que j'ai envie de faire dans la société. Ici à Darul Mara, elles sont généralement évaluées. Et lors d'une évaluation, on a demandé une épreuve qui s'appelle auto-formation. C'est-à-dire, on demande à la personne de créer quelque chose elle-même, de sentir qu'est-ce qu'elle veut que les gens voient d'elle. Entreprendre au Niger n'est pas facile, surtout pour une femme. Consciente de cela, Nana attire l'attention des populations à porter plus d'égard sur l'entrepreneuriat, surtout celle des femmes. Quel que soit ce que vous faites dans la vie, moi je me dis il faut sacrifice. C'est-à-dire ayez toujours un temps pour apprendre quelque chose. On ne sait jamais dans cette vie, vous en aurez besoin. Le dernier mot va à l'endroit du ministère de l'Industrie ou des choses culturelles. Je ne sais pas qui s'en occupe, mais une chose est sûre, je veux qu'ils comprennent que le Niger regorge, mais alors beaucoup de potentialités. Si jamais ils pouvaient nous faire un clin d'œil, on a beaucoup de choses à offrir, on a beaucoup de choses à faire voir du Nigérien. Aujourd'hui, elle est l'exemple type de la femme entrepreneur au Niger, car dans ses centres de formation, c'est plusieurs autres femmes qui aspirent à être entrepreneurs qu'elle encadre. Une initiative qui aujourd'hui lui a valu le trophée de la citoyenne modèle de la région de Maradi. Honneur à vous les femmes. Et justement, le Conseil national de la jeunesse a procédé à l'instant au palais du 29 juillet à une remise officielle de témoignages de satisfaction aux jeunes femmes. Objectif, encourager ces jeunes femmes pour leurs multiples efforts. Ismaël Moumouni et Sadou Doumi. Reconnaître les efforts inlassables que ne cessent de déployer ces jeunes femmes, chacune dans son domaine de compétences au Niger, motif de cette cérémonie de témoignage de satisfaction
organisé par le Conseil national de la jeunesse CNJ à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Aujourd'hui, 8 mars, la communauté internationale célèbre la Journée internationale de la femme. Pour nous, au niveau du Conseil national de la jeunesse, c'est une occasion mise à profit pour distinguer des jeunes femmes leaders qui ont fait preuve de dynamisme, qui ont grandi, j'allais dire le nom de ce pays un peu partout. La reconnaissance, vous savez, de toute une jeunesse vaut quelque chose. Et le Conseil régional de la jeunesse de Niamey avait proposé une liste que nous avons approuvée et nous avons décidé de reconnaître en tout cas les efforts de ces dernières-là au profit du développement de notre pays. Quand vous voyez des jeunes femmes se battre pour créer de l'emploi, elles méritent d'être encouragées. La pauvreté, on a tendance à dire qu'elle a un visage féminin, mais quand vous voyez des jeunes femmes qui se battent pour sortir de cette pauvreté, elles méritent d'être encouragées. Les lauréates se disent honorées et qu'elles vont encore redoubler d'efforts afin de faire honneur à la femme nigérienne. Pour moi, c'est un grand honneur d'être choisie ce soir parmi les femmes leaders du Niger, si je peux le dire. Et à travers ce témoignage de satisfaction, je suis sûre que la jeunesse, le Conseil national de la jeunesse a porté un grand honneur à toutes les femmes nigériennes qui nous a permis, on était 10 d'ailleurs, et à être choisis, mais à travers nous 10, je pense qu'on a honoré toutes les femmes, ce qui nous permet d'aller de l'avant. Pour moi, c'est vraiment, au-delà d'un témoignage de satisfaction, ça nous a encouragés, ça nous aide à aller de l'avant, à persévérer dans notre domaine. C'est vraiment un sentiment de joie, de satisfaction et de reconnaissance parce qu'à travers cette cérémonie de distinction de témoignage officiel, le Conseil national de la jeunesse nigérienne vient de démontrer aux jeunes femmes, les jeunes femmes qui sont impliquées tant dans le domaine professionnel, associatif, dans l'entrepreneuriat, combien ils sont avec ces femmes-là, combien ils les soutiennent, combien ils les encouragent. C'est aussi, je dirais plutôt, une façon d'encourager les autres femmes à aller de l'avant, une façon d'encourager les autres femmes à s'imposer, parce que le développement du monde ne se fera qu'avec les femmes. Il est grand temps que les femmes puissent comprendre la place qui est la leur dans la société et qu'elles puissent se battre pour prendre cette place qui leur appartient. En dehors de ces 10 lauréats de la région de Niamey, 70 jeunes vont également recevoir ce témoignage dans cette région du pays. Une façon d'encourager ces jeunes femmes pour leur combat. Avant la suite de cette édition, je vous donne lecture de ce communiqué de presse. Réuni en session extraordinaire ce jeudi 8 mars 2018 à son siège en vue d'examiner la situation que traverse l'école nigérienne, le bureau du collectif des ONG et associations de défense de l'éducation Kouadé s'indigne une fois de plus face à la compromission du système éducatif nigérien. En effet, la réforme unilatérale du redéploiement est en train de produire des effets néfastes en créant non seulement les arrêts intempestifs des cours, mais aussi psychose, stress, désolation et désarroi dans le corps enseignant, un corps qui a tout donné au pays. Les élèves sont laissés à eux-mêmes dans les cours des écoles et plusieurs écoles ne fonctionnent que timidement. Aussi, le Kouadé tient à rappeler au ministre Marté que la démission, la résiliation du contrat ou la radiation d'un agent de l'État, de surcroît un enseignant formé sous le dos d'un État, est un gâchis et une perte énorme pour un pays. Au vu de cette situation de règlement de compte d'un seul individu contre toute une nation, et c'est malgré les médiations du président de l'association islamique et du médiateur de la République, reste vaine. Le Kouadé demande une fois de plus au président de la République de tout mettre en œuvre pour sauver le sous-secteur de base de l'école nigérienne en alignant les décisions d'affectation de toutes les femmes mariées en vue de retrouver la paix et l'équilibre de leur foyer. Son implication personnelle en vue d'instruire la Halsia et le procureur de la République pour une suite à donner aux résultats de l'inspection d'État 2013, 2014, 2015 et 2016 du ministère des enseignements secondaires
afin d'éclairer l'opinion nationale sur le flou qui entoure le rocambolesque affaire des milieux de table-banc de l'exercice budgétaire 2015-2018 du ministère des Enseignements secondaires. Une situation qui impacte aujourd'hui sur les conditions d'études des scolaires nigériens et les contraignant du coup à prendre les cours en même le sol. Aussi, la levée de l'immunité du ministre concerné accélérera-t-elle ces dossiers gênants dont des parents d'élèves scolaires et acteurs de l'école entendent impatiemment le dénouement afin de remettre l'État dans ses droits. Signé le président El Haj Lawali Amadou Roufaïa. Réunion d'échange et de travail du CNDP hier après-midi à la primature. Cette rencontre est axée spécialement sur le processus électoral présidé par le Premier ministre Birji Rafini. Cette réunion a vu l'absence des membres de l'opposition. Abdrazak Léo et Aboubakar Souley pour le compte-rendu. C'est sur demande d'une partie de la majorité que s'est tenue cette rencontre du Conseil national du dialogue politique, CNDP. La première pour cette année 2018. Point principal, inscrit lors de cette réunion, le point sur le processus électoral. La qualité du fichier électoral a toujours été une source de préoccupation pour les partis politiques, la CENI et les différents partenaires du Niger. En outre, certains dysfonctionnements ont été relevés dans l'organisation des commissions électorales ad hoc établies ponctuellement pour gérer des processus électoraux. Les consultations et évaluations faites au sortir des élections générales de 2016 ont conforté ces faiblesses et justifié la nécessité de recourir à un fichier électoral biométrique. En effet, depuis plusieurs années, la classe politique, les observateurs des élections et la société civile ont estimé à l'unanimité que l'établissement d'un fichier électoral biométrique et la mise en place d'une commission électorale permanente en charge des élections pouvaient renforcer la transparence et la sécurité des élections. Tirant les leçons de ces constatations et de ces recommandations, le Niger a réformé et refondu les textes existants dans une loi organique unique portant code électoral. Il s'agit de la loi organique numéro 2017-64 du 14 août 2017. Fait marquant de cette rencontre d'échange, des absences très remarquées, entre autres celles de l'opposition. Le processus électoral doit être inclusif. Pour moi, il faut toujours s'asseoir, se regarder les yeux dans les yeux et discuter. Inévitablement, l'un des éléments qui distingue les hommes et les animaux, c'est le dialogue, c'est le langage. Quand les gens vont s'asseoir, ils vont dialoguer, ils vont trouver une solution. Il n'y a rien d'insupportable, il n'y a pas de problème sans solution. L'OIF voulait faire des démarches pour qu'il puisse avoir des négociations. En ce qui me concerne, j'encourage ces négociations-là parce que pour que le processus électoral soit parfait, soit crédible, il faudrait que toutes les forces composantes soient là. Il faudrait que les gens, au niveau de la majorité, nous acceptons que c'est nous qui gouvernons. Au niveau de l'opposition, il faut que les gens acceptent qu'on ne doit pas continuer à faire la politique de la chaise vide. Une rencontre dont les participants se sont dit très satisfaits et se réjouissent des différentes conclusions tirées. Visite ce matin des journalistes à l'hôpital de référence de Niamey pour constater le démarrage effectif de prise en charge des patients. Un hôpital dans lequel les patients reçoivent des soins de qualité avec du matériel de pointe dans une attention particulière. Nous rapporte Areta Salah et Halidou Brema dans ce reportage. Cette visite des journalistes à l'hôpital général de référence de Niamey vise à leur permettre de constater la fonctionnalité effective de ces centres hospitaliers, un joyau moderne le plus grand des hôpitaux de référence de l'Afrique de l'Ouest. La porte d'entrée de cet hôpital, c'est-à-dire les services des urgences médicales et chirurgicales, reçoivent une cinquantaine de patients par jour et prennent en charge toutes les pathologies avec des matériels de dernière génération. L'activité, depuis quelques mois que nous avons démarré, est vraiment très intense et actuellement dans nos registres, nous avons déjà plus de 600 patients qui ont été consultés au service d'accueil des urgences. La salle de déchocage, qui est une salle de soins intensifs faisant office
d'unité de réanimation d'urgence est une salle qui est très fréquentée et qui est équipée de toute la technologie médicale de pointe qui permet aujourd'hui de prendre en charge n'importe quelle défaillance vitale. Et l'hôpital, il est ouvert pour tout le monde, sans discrimination sociale, ethnique ou quoi que ce soit. Nous recevons ici des patients nantis et nous y recevons aussi des patients qui sont démunis et qui viennent et qui sont pris en charge de la même manière que tout le monde. L'hôpital de référence de Niamey dispose de pharmacies de session dotées de tous les médicaments pour permettre aux patients d'avoir des produits nécessaires à sa prise en charge et à moindre coût. Le plateau technique de cet hôpital est composé d'un bloc opératoire de 14 salles d'opération, dont 2 au niveau des urgences, des salles d'imagerie médicale, des salles d'exploration fonctionnelle et des salles de laboratoire. Toutes ces salles sont opérationnelles, dont voici comment fonctionne la table de cathétérisme dans le service imagerie médicale, la seule table dans la sous-région. Vous avez en face de vous la salle cathé ici, nous sommes dans la salle cathé. Donc c'est une table qui nous permet de faire de l'angiographie, c'est-à-dire la radiographie des vaisseaux. Et comme vous le savez, il n'y a pas que les vaisseaux cardiaques. Il y a des vaisseaux partout sur notre corps. Depuis des années, dans notre sous-région et chez nous, on n'en avait pas. Maintenant, ça, c'est un joyau que nous avons, qu'on n'a pas dans la sous-région. Et c'est pour cela que je dis que, sincèrement, c'est des choses qu'il faut voir. Ça mérite d'être vu. Il y a, en décembre passé, du 2 au 9, nous avons fait une campagne donc, de chirurgie cardiaque et de cardiologie interventionnelle. Nous avons invité 22 Marocains spécialistes qui sont venus de connivence avec notre équipe. Nous sommes rentrés au bloc avec eux. Ils ont opéré 12 de chirurgie cardiaque à cœur ouvert et ils ont placé des stents sur cette table, donc à 12 Nigériens. La prise en charge des malades va de pair avec son alimentation à l'hôpital général de référence. Les patients sont servis en fonction du régime qu'ils doivent observer. Pour chaque malade qui est hospitalisé ici dans cet hôpital, on fait la visite. Je fais du moins la visite. Je vois la pathologie pour laquelle la personne est hospitalisée, le diagnostic posé, les antécédents du malade. En fonction de ça, le traitement qui a été instauré. Et en fonction de cela, on élabore un menu pour pouvoir adopter son alimentation par rapport à la pathologie pour laquelle il est là. Donc ici, le restaurant s'occupe de l'alimentation, du programme de l'alimentation de ce patient jusqu'à sa sortie. Outre les matériels de pointe avec lesquels toutes les pathologies sont diagnostiquées, il existe une propriété exceptionnelle dans cet hôpital où est instauré un malade sans accompagnant car les agents de santé veillent sur les malades du jour comme de nuit. La directrice de la Révolution démocratique a rendu publique cet après-midi une déclaration au centre de celle-ci, la situation sociopolitique du pays qui prend une inquiétante évolution par la faute de la classe politique nigérienne selon les dirigeants de la Révolution démocratique. Le résumé de cette déclaration avec Ibrahim Tikiré. À travers cette déclaration de presse, la Révolution démocratique a fait le point de la situation nationale, une situation animée par 2 grandes tendances politiques au motif de lutter contre la loi de finances ou de la soutenir. C'est pourquoi la Révolution démocratique fait le constat suivant. Ainsi, d'une part, les opposants politiques, les candidats précoces et illuminés à la présidentialité, les mercenaires, les vendeurs d'illusions, les sous-traitants, les doubles faces s'offrent la qualité des peuples, harnachant la loi des finances pour faire progresser une stratégie de pourrissement devant conduire à terme à l'ingouvernabilité du pays et ouvrir possiblement la voie à des processus non démocratiques et républicains. D'autre part, un personnel politique au pouvoir suffisamment et brusquement repu, qui a brillé par son absence d'empathie et de responsabilité face à la misère qui émoue le peuple au quotidien et qui a ainsi profité de l'exercice du pouvoir pour s'enrichir et rendre le pays exsangue. Ainsi, les gouristes, les militants de la 25e heure du parti au pouvoir, profitent
d'un débat certes légitime sur la loi des finances pour protéger leurs intérêts et empêcher la nouvelle inflexion revendiquée par les populations nigériennes et enfin prônée par le président de la République à l'occasion de son discours du 15 février tendant à une meilleure gouvernance au Niger. Ainsi, les deux camps prennent le Niger, son peuple et même le président de la République en otage, car protégeant désormais leur butin, leur place aux hautes fonctions de l'État ou aspirant à accéder au pouvoir pour perpétuer les travers actuellement décriés. Face à ce qu'elle a qualifié d'arnaque et la descente aux enfers, la révolution démocratique exige 1. Demande la fin de l'instrumentalisation et de l'infantilisation du peuple nigérien par des forces qui ont toutes montré la limite objective de leur capacité à satisfaire les besoins fondamentaux des Nigériens. Les mascarades organisées par les différents faciès de l'opposition et la contre-marche menée par le pouvoir doivent impérativement cesser. Le peuple attend. Il attend des solutions à ses souffrances. 2. La RD considère que l'exigence citoyenne par rapport à la loi des finances est celle de la bonne gouvernance, justement de la bonne gouvernance et de l'affectation efficace des ressources aux besoins sociaux des Nigériens. La promotion de l'incivisme fiscal et la logique stricto-contestataire sont contre-productives dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des populations nigériennes, de la conquête continue de notre souveraineté et de l'édification d'un Niger de solidarité et de justice sociale. La RD rappelle aux Nigériens, les Nigériens ont plus de sérénité à se démarquer de ces deux tendances fondées sur des intérêts personnels, mesquins et rentiers. Après une période de silence, le directoire de la Révolution démocratique, dirigé par Abdelmouni Ousmane, sonne la mobilisation. La Révolution démocratique, qui n'est ni du pouvoir ni de l'opposition, a reçu un soutien de taille, celui des dirigeants de l'Union des scolaires nigériens, qui étaient d'ailleurs présents à la déclaration de ce 8 mars 2018. Jeunesse, extrémisme et migration sur le thème d'une conférence animée hier après-midi à Kolo à l'intention de la jeunesse de la dite commune. L'initiative est celle du conseil départemental de la jeunesse de Kolo. Le résumé de cette conférence avec la rédaction Labari. C'est une conférence débat au profit de la jeunesse de la commune urbaine de Kolo sous le thème jeunesse, extrémisme et migration. L'initiative est celle du conseil départemental de la jeunesse de Kolo. C'est un devoir pour nous, en tant que président ou en tant que responsable de la jeunesse du département, de partager nos expériences, d'édifier surtout la jeunesse sur l'actualité. L'actualité, c'est surtout les problèmes d'immigration de la jeunesse, les conflits, je veux dire le terrorisme surtout. Sur ces points-là, sur ces sujets-là, nous avons décidé de rassembler périodiquement les jeunes, les informer, les édifier, leur demander d'être très vigilants, parce que c'est la jeunesse qui immigre, c'est la jeunesse qui est marginalisée, c'est la jeunesse qui surtout quand elle est déboussolée, il pense à l'Europe. Quand il est désœuvré, il pense que l'Europe c'est un Eldorado. Il décide de partir loin, au-delà de leurs frontières. Nous avons jugé utile de les rappeler que l'Eldorado peut être aussi chez soi. Des thèmes d'une importance capitale pour la jeunesse. La jeunesse, souvent, elle est coincée entre le terrorisme et la lutte contre le terrorisme. Elle est coincée entre la lutte, parce que la lutte contre le terrorisme affecte les droits de la jeunesse, genre le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit au développement tout court, parce que quand il y a terrorisme, quand il y a extrémisme violent, il y a la terreur, il y a la panique, souvent les gens vont complètement abandonner la question du développement pour se préoccuper des questions prioritairement sécuritaires. Et donc vous imaginez, et c'est la jeunesse qui est au cœur de ça, c'est la jeunesse qui est coincée, et c'est la jeunesse qui est l'auteur. Souvent c'est la jeunesse qu'on voit avec des armes, parce que c'est la jeunesse qui n'a pas d'emploi, c'est la jeunesse qui est quand même là au plus offrant. Et
au plus offrant des critères, bien sûr, ceux qui recrutent. Donc, sincèrement, il est intéressant qu'on parle véritablement de toutes ces questions-là, à la fois la migration, mais aussi l'extrémisme violent. Quand on sait que tous ces deux concepts sont des défis sécuritaires qui se posent avec équité au Niger et au Sahel d'une manière globale. Et donc, nous avons estimé qu'il serait nécessaire de partager ces préoccupations-là avec la jeunesse départementale de Kolo. Une série de conférences est également prévue dans les autres communes du département de Kolo, toujours sur l'initiative du Conseil départemental de la jeunesse de Kolo. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.